Salut tout le monde, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité du foot européen à retrouver chaque lundi sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Je suis Arthur Merle, je suis très content comme chaque lundi de vous retrouver et de retrouver nos invités que voici. Elton Mokolo d'abord pour nous parler de Ligue 1 et nous parler notamment de l'Olympique Lyonnais qui a encore perdu des points contre le Paris FC dimanche soir et qui marque le pas physiquement. L'OL peut-il tout perdre sur les prochains matchs avant la trêve internationale? On va poser la question à Elton. On parlera ensuite évidemment Ligue des Champions et ce PSG-Chelsea qui nous met l'eau à la bouche. Pour ce faire, on accueillera Philippe Auclair pour une discussion à trois avec Elton. Qui est favori? Ce sera notamment la question qui fera un petit peu débat sur ce match-là. On ira ensuite rejoindre Anna Caro pour parler Liga et pour parler Atlético de Madrid. Il y a eu un feuilleton ces derniers jours, c'est le feuilleton Antoine Griezmann qui devait partir en MLS, qui finalement reste à l'Atlético. On va demander à Anna qu'elle nous explique un petit peu ce qui s'est passé. Et puis on terminera avec la Bundesliga, mais là encore un focus Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Les Bavarois sont-ils les grands favoris à partir de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions? On demandera à David qui va évidemment toucher un mot de l'énorme Harry Kane qui est inarrêtable. Voilà pour le programme. Le rappel, c'est toujours le même. Vous pouvez retrouver donc l'intégrale de cette émission sur YouTube, mais aussi les meilleurs moments en petite pastille vidéo sur le site d'Eurosport.fr. On est prêt, c'est parti. Allez, on commence ce Tour d'Europe en Ligue 1 et on accueille notre spécialiste du foot français, Elton Mokolo. Salut Elton, on va parler de Ligue des Champions dans un instant, mais est-ce que ton week-end de foot français s'est bien passé? Salut Arthur. Effectivement, ça a été un week-end qui a été riche en buts, avec notamment la victoire éclatante de Monaco sur la pelouse du PSG, la victoire éclatante du Stade Rennais face à Nice. Ouais. On a eu également le Lyon qui a décroché un match nul in extremis sur sa pelouse face au Paris FC. La victoire très importante de l'Olympique de Marseille à Toulouse qui permet de revenir à la 3e place. Ça a été quand même un week-end riche en enseignements. Ouais, l'un des enseignements, on en parle évidemment chaque semaine dans cette course au titre, c'est que le RC Lens revient à une longueur du PSG. Un RC Lens qui a également sorti Lyon en Coupe de France. Là, on commence à se dire que les hommes de Pierre Sage, ils peuvent faire le doublé Ligue 1 Coupe de France, Elton. Et c'est pour ça qu'Arthur, je t'ai laissé cette information. Effectivement, le Racing Club de Lens revient à 1 point du PSG. Pour moi, Lens est le grand vainqueur de cette semaine avec cette qualification de demi-finale sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais et cette victoire très autoritaire contre Metz. Moi, j'attendais beaucoup Lens, notamment sur sa capacité à réagir après cette défaite contre l'AS Monaco. Ouais. Ce match nul contre Strasbourg, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 point sur 6. Il y avait l'occasion de revenir à 1 point du PSG et Lens n'a pas douté. Alors oui, le premier but arrive juste avant la pause, mais derrière, ça a déroulé. On a vu une équipe lensoise qui, faut quand même le préciser, a quand même de nombreux absents, avec beaucoup de joueurs très nouveaux qui sont arrivés dans ce 11 de départ. Et pour autant, la machine lensoise continue. C'est une équipe qui est en confiance. C'est une équipe qui est heureuse de jouer sur sa pelouse. C'est une équipe qui est heureuse de jouer tout court. Et c'est une équipe qui va s'avancer sur un sprint final pour un improbable doublé. Ouais. Je veux dire quoi? Je veux dire la Ligue 1, où tout reste possible à partir du moment où il y a seulement 1 point, mais aussi la Coupe de France. Et pour revenir sur la Ligue 1, il y a un cas où ce week-end, Lens est le seul leader de Ligue 1 à partir du moment où le PSG ne va pas jouer. Ouais, on rappelle que le match face au FC Nantes, a été reporté entre les deux huitièmes de finale de Ligue des Champions du PSG. On va en parler juste après de ces deux huitièmes. Un petit mot sur l'OL quand même, parce que tu parlais de confiance avec le RC Lens. Là, c'est tout l'inverse du côté de Lyon qui vit des dernières semaines très compliquées. Match nul arraché face au Paris FC sur un penalty de Corentin Tolisso. Bon, Elton, les joueurs l'ont dit, Moussa Niakhaté, Corentin Tolisso après le match, cette équipe est cramée pour parler un peu vulgairement. Oui, à partir du moment où du côté de l'Olympique Lyonnais, il y a une dynamique qui n'est pas forcément bonne en termes de résultats. Ce match nul contre le Paris FC intervient après cette élimination en Coupe de France contre Lens, cette défaite dans les dernières minutes contre l'Olympique de Marseille, cette défaite contre Strasbourg. Manière de dire que sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué pour l'Olympique Lyonnais, mais c'est tout aussi compliqué à l'infirmerie où il y a de nombreux absents, ce qui impacte la rotation parce qu'on rappelle, Lyon est une équipe qui jusqu'à il y a une semaine est engagée sur 3 compétitions. Là va s'avancer ce 8e de finale contre un Celta Vigo qui fait une vraie bonne saison du côté de la Liga, un Celta Vigo qui nourrit de grands espoirs sur la scène européenne, et l'Olympique Lyonnais
au moment de dessiner son 11 de départ, est obligé de faire certains arbitrages. Hier soir, contre le Paris FC, on a vu et Corentin Tolisso et Hendrick être préservés pour le match d'Europa League, parce que ce sont des joueurs qui sont importants, et donc forcément ça a eu un impact sur le 11 de départ, où on a quand même vu Humbert et Karabec qui étaient les deux titulaires en attaque. Non pas que ces joueurs soient des remplaçants, mais toujours est-il que ce sont des joueurs qui n'étaient pas prévus dans le synopsis de départ, ce sont des joueurs qui étaient dans l'absolu censés être des jokers. Donc aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais accuse le coup sur le terrain et du côté de l'infirmerie. Il reste 4 matchs avant la trêve internationale. Paulo Fonseca avait l'air de dire que, au mieux, Alfonso Moreira et Pavel Such, parmi les blessés, pourraient éventuellement revenir avant cette trêve. Avant cette trêve, il y aura donc l'aller et le retour contre le Celta Vigo, des matchs au Havre et surtout contre Monaco, qui est très bien en Ligue 1 en ce moment. Est-ce que l'OL peut tout perdre si on fait un peu dans le drama avant cette trêve ? Non, pour moi, l'OL ne pourra pas tout perdre. La seule information, ce serait une possible élimination en Europa League. Attention, on en est encore loin. Mais en ce qui concerne la Ligue 1, quand bien même il y aurait 2 mauvais résultats, l'Olympique Lyonnais, au retour de la trêve internationale, resterait en course pour aller se qualifier en Ligue des Champions, parce qu'il y a quand même plusieurs informations, à savoir que la concurrence n'est pas non plus au mieux. Alors oui, il y a Rennes qui enchaîne les victoires depuis que Francaise est arrivé, mais Lille, par exemple, a été tenu en échec face à Lorient dans les dernières minutes. L'AS Monaco remonte, mais l'AS Monaco est condamné à quasiment tout gagner. Manière de dire quoi ? Manière de dire que l'Olympique Lyonnais, en ce qui concerne le podium et en ce qui concerne le top 4, a encore son destin en main. Quant à l'Europa League, c'est vrai que la double confrontation me paraît plus indécise qu'il y a quelques jours, mais toujours est-il que l'Olympique Lyonnais aura à cœur de se montrer compétitif pour avancer dans ce tableau, un tableau qui est quand même très abordable. Bien sûr, le tableau abordable, mais est-ce que tu penses que le problème des pépins physiques va accompagner l'OL jusqu'à la fin de saison ? Parce qu'on rappelle que les blessés qui vont revenir, pour certains, sont des blessés de très longue durée, que pendant ce temps, d'autres ont beaucoup tiré sur la corde. Est-ce que ça va suivre l'OL jusqu'au bout pour toi ? Oui, forcément, pour moi, ça va accompagner l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de saison. La clé sera de savoir comment l'Olympique Lyonnais va maquiller notamment ces problématiques, comment Paulo Fonseca va trouver un 11 compétitif pour continuer d'engranger des points, pour continuer d'engranger des victoires, pour avancer dans l'Europa League. Mais aujourd'hui, du côté de l'Olympique Lyonnais, on peut le voir notamment à travers le cas Malik Fofana. Aujourd'hui, on ne peut pas s'avancer, notamment sur un retour rapide en ce qui concerne le LBC. Et au-delà du retour rapide, à quel niveau seront ces joueurs dès qu'ils vont sortir de l'infirmerie ? Pour moi, c'est une donnée très importante à prendre en compte pour dessiner l'Olympique Lyonnais de cette fin de saison. Bon, on va basculer de l'OL au PSG, Elton. Et pour parler de ce PSG-Chelsea en Ligue des Champions, on va accueillir pour une discussion à 3 Philippe Auclair. Allez, on accueille avec grand plaisir notre spécialiste du foot anglais, Philippe Auclair. Salut Philippe, on espère que tu vas bien. On va parler de Ligue des Champions, on l'a dit, mais déjà, est-ce que tu as passé un bon week-end de FA Cup ? Oui, comme toujours. C'est une épreuve pour laquelle j'ai une tendresse particulière, comme beaucoup de gens. Et certainement vu l'un des meilleurs matchs depuis le début de l'année au niveau de l'intensité, mais aussi du football qu'on a vu, la qualité des buts, entre Wrexham et Chelsea. Ça tombe bien puisqu'on voulait parler de Chelsea justement ce lundi matin. Ouais, la transition est toute faite. Effectivement, ce qui nous réunit tous les trois, c'est ce PSG-Chelsea, 8e de finale de Ligue des Champions, match aller au Parc mercredi soir. Messieurs, je suis obligé de commencer par là, la question du favori, bien évidemment. Elton, je me tourne vers toi d'abord. Où en est ce PSG selon toi ? On en a beaucoup parlé ces dernières semaines dans Tour d'Europe, mais est-ce que ce PSG peut prétendre être favori de cette rencontre ? Ça reste quand même le PSG en sa qualité de champion d'Europe, un PSG qui nous a montré que quand arrivait l'échéance européenne, elle est en capacité d'être encore plus compétitive. Maintenant, la question, c'est de savoir de quel PSG on parle. D'un PSG qui a été plutôt brillant lors de l'automne dernier, d'un PSG qui est vraiment en difficulté, et c'est pas moi qui le dis, c'est Luis Enrique qui l'a dit, après sa conférence de presse contre Monaco. C'est un PSG qui est instable en termes de jeu, c'est un PSG qui est instable en termes de compétitivité, quand bien même ils sont encore leaders du championnat avec seulement 1 point. Ils sont passés par les barrages, des barrages qui ont été ô combien difficiles contre l'AS Monaco, où Monaco a l'opportunité d'aller en prolongation à la dernière minute. Donc c'est pas le PSG au top de sa forme qui s'avance face à Chelsea. Mais en même temps, j'ai quand même envie de te dire,
Ça reste le PSG pour différentes raisons. On connaît la culture européenne de Luis Enrique sur la double confrontation. Je rappelle, le standard du PSG sous Luis Enrique, c'est demi-finaliste au minimum en ce qui concerne la Ligue des Champions. Et donc c'est pour ça que je mettrai le PSG favori de peu. Mais attention, on n'est vraiment pas sur un PSG 60-40 pour Chelsea. Les choses se sont équilibrées parce que déjà il y a Chelsea qui a l'antidote justement pour faire mal justement au PSG. Peut-être que Philippe nous en parlera de l'antidote ou des antidotes de Chelsea. Raconte-nous un petit peu à quoi elle ressemble cette équipe, parce que si on regarde un petit peu de loin, effectivement, on voit une équipe qui est capable de marquer beaucoup de buts, mais aussi d'en prendre beaucoup, de faire des gros coups, de lâcher des points un petit peu bêtes au milieu. Aide-nous à y voir un petit peu plus clair, s'il te plaît. En fait, je pense que tu as fait un résumé assez fort de la question. Et je crois qu'on a deux équipes qui se ressemblent assez à ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'elles sont en ce moment dans une phase, je dirais, presque imprévisible. Tu ne sais pas très bien quel Chelsea, quel PSG tu vas voir. Quand tu vois le bon Chelsea, il est franchement presque enthousiasmant, je dirais. C'est le Chelsea qu'on a vu écraser même Aston Villa en championnat d'Angleterre, même si Villa, on sait, est au bord du gouffre en ce moment. Enfin, au bord du gouffre. Tout est relatif, mais si Villa va très mal en ce moment. On les a vus également en Ligue des Champions, pas oublier cette performance à Naples, où ils ont été gagnés 3-2, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Mais à côté de ça, tu as un Chelsea qui, par moment, c'est le Chelsea qu'on a vu contre Arsenal, que ce soit en Coupe de la Ligue ou en championnat, qui a beaucoup plus de problèmes. C'est une équipe aussi très jeune. C'est une équipe très indisciplinée. Tu as dû voir le nombre de cartons rouges qui se sont pris depuis le début de la saison. C'est assez impressionnant, ils en sont à 9, je crois. Mais alors, par contre, au niveau des arguments offensifs, ça flanque la trouille, un petit peu. Parce que tu as Joao Pedro en ce moment qui est en feu, à la pointe de l'attaque. Tu as Cole Palmer qui a eu une saison très compliquée, on sait, à cause des blessures, qui n'est pas encore à 100%, mais quel talent que ce joueur. Tu as Pedro Neto, un joueur que j'adore, un joueur d'ailleurs qui aurait sa place au PSG, je pense tout à fait le genre de joueur virevoltant qu'aime Luis Enrique. Et puis tu as un milieu de terrain qui est quand même très sérieux avec Enzo Fernandez, Moïse Caicedo et Romeo Lavia, également un joueur que j'aime énormément, qui revient de blessure, mais qui a joué contre Wrexham. Et tu regardes un petit peu et partout tu te dis waouh, cette équipe de Chelsea avec Reece James également, sa qualité de percussion comme wingback ou comme arrière droit ou également comme milieu de terrain, tu regardes et tu te dis c'est très impressionnant. Alors il y a aussi, comme au PSG, le point d'interrogation autour du gardien. Puisque tu avais Robert Sanchez qui était le titulaire, capable de performances superbes, notamment sur sa ligne, capable également de se prendre les pieds dans le tapis à n'importe quel moment. Ce qu'on a vu justement contre Arsenal. Tu as dû voir sa performance qui était quand même... C'était pas du 10 sur 10. Et d'un côté, ça me fait un petit peu penser à ce qui se passe au PSG avec Lionel Charbonnier. Donc tu as deux équipes, tu vois, je te parle depuis 3-4 minutes et Elton a fait la même chose pour te dire, on ne sait pas. Parce que c'est deux équipes où tu n'as absolument aucun acquis en ce moment. Tu ne vas pas te dire, c'est comme ci, c'est comme ça. Tu me parles d'Arsenal, oui, je peux t'en parler, il n'y a pas de problème, te dire, on va avoir ci, on va avoir ça. Chelsea, d'un match à l'autre, ça change. On apprécie ton amour du foot rétro, Philippe, mais tu nous as parlé de Lionel Charbonnier, évidemment. Tu pensais à Lucas Chevalier. Mais ça fait du bien de repenser aux anciennes gloires. Là, celle-là, elle est magnifique. Tu la gardes pour le bêtisier de fin d'année, Lionel Charbonnier. Oui, en effet, c'est vraiment l'amour du rétro. Avec toutes mes excuses à Lucas Chevalier pour cette erreur d'identification. Mais je pense qu'on avait compris de qui je voulais parler. Bien sûr. Évidemment. On a parlé des individualités de Chelsea. Parlons un petit peu de celle du PSG. Pour le coup, le secteur offensif, il marche pas très fort à Paris. C'est presque Bradley Barcola qui porte cette attaque sur les dernières semaines. Mais les stars offensives attendues, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, même Gvara, on les voit un petit peu moins. Sur quoi Paris peut s'appuyer, étant donné que cette force collective, elle est quand même à des années-lumière de celle de la saison dernière. Là, pour parler du secteur offensif, c'est la grande question. Parce qu'on a un secteur offensif qui avait une difficulté par rapport à cette saison 2025-2026, ce qui est le plus compliqué dans le football de très haut niveau. Confirmé. Que ce soit Kvaratskhelia en sa qualité de recrue hivernale la saison dernière, que ce soit Désiré Doué, MVP de la dernière finale de Ligue des Champions, que ce soit Ousmane Dembélé,
Ballon d'or en titre, et qui est davantage un intermittent du spectacle cette saison, malheureusement, en raison de ses blessures. Ces blessures qu'on connaissait davantage du côté du FC Barcelone et qui reviennent malheureusement sur la saison 2025-2026. Donc Bradley Barcola, pour lui, le fait d'être le joueur le plus fiable, le plus fit, parce que c'est une dimension qu'il y a à prendre en compte pour expliquer ce PSG 2025-2026. C'est un PSG qui souffre d'instabilité. L'histoire du PSG lors de la saison 2024-2025, c'est l'histoire de planètes alignées, c'est l'histoire d'une consistance, à savoir un 11 qui ne change pas vraiment. Et c'était un 11 qui te permettait d'avoir de la régularité, de l'excellence dans la performance. Et cette saison, Luis Enrique l'a déploré, depuis la finale à Munich, il n'a pas pu aligner le même 11. Ouais. C'est quand même fou, parce qu'on est quand même au mois de mars, on a quand même 7 mois de compétition lors de la saison 2025-2026, mais pour autant le PSG n'arrive pas à avoir cette régularité et ça touche son attaque qui souffre de problèmes pour moi qui sont multifactoriels, à savoir, j'ai évoqué les blessures, il y a le manque de continuité, le manque de performance, cette irrégularité et même cet égoïsme, parce qu'on a vu des scènes où justement il y a certains joueurs qui n'étaient pas contents quand le ballon n'arrivait pas dans les pieds. On a vu la sortie très remarquée d'Ousmane Dembélé le mois dernier après la défaite contre Rennes, où il pointait du doigt cet excès d'individualisme. Donc aujourd'hui, le secteur offensif est pour moi le reflet, et je dis bien le reflet de ce PSG 2025-2026, qui essaye de retrouver ce passé glorieux, mais qui n'y arrive pas parce que au final, le football, c'est quoi? Le football, c'est pas une photographie. Le football, c'est une évolution permanente. Et aujourd'hui, le PSG qu'on pense, entre guillemets, lancé après ce titre européen, forcément, stagne. Et là, pour le coup, arrivant en Ligue des Champions face à Chelsea, qui, lors du match en finale de la Coupe du Monde des clubs à New Jersey, t'as montré que le PSG était humain, le PSG pouvait, entre guillemets, redescendre de son Olympe, et le danger est de mise. Tu parlais de l'attaque, c'est peut-être le seul secteur où on a un doute sur la composition. Il va falloir faire le choix et prendre 3 hommes sur les 4 qui sont a priori disponibles. Dembélé est prêt à démarrer pour toi un match de cette importance? Mine de rien, on est quand même sur des chantiers très importants à toutes les lignes. On a évoqué la problématique du gardien avec un Safonov qui ne rassure pas vraiment. A priori, il sera titulaire. La ligne défensive, avec notamment Achraf Hakimi, Nuno Mendes, ils sont beaucoup moins souverains que la saison dernière. L'identité du central droit, de l'axe droit, Marquinhos devrait être titulaire, mais en même temps, Marquinhos, c'est pas forcément satisfaisant. En ce moment, Zabarni, qui devait justement monter en puissance. Alors oui, il y a eu 2 bons matchs contre Metz et contre Le Havre. Les Zabarni ne donnent pas suffisamment de garanties. Au milieu de terrain, le PSG est quand même frappé par des blessures qui sont importantes. Je veux dire, Fabien Ruiz. Il est sorti un jour comme ça du 11 de départ et il arrive toujours pas à revenir de sa blessure. João Neves devrait revenir. Donc tout ça pour expliquer que du côté du PSG, sur ce 11 de départ, on n'a pas les meilleurs joueurs à la meilleure forme possible. Philippe, de ton côté, en tout cas du côté des Blues, est-ce qu'il y a un 11 très clair qui se dégage depuis l'arrivée de Guillermo Senior ou est-ce qu'il y a pas mal de doutes qui entourent et de surprises possibles pour Luis Enrique mercredi? Non, il n'y a pas de 11 type. Il n'y a pas de 11 type. Oui, et tu sais, d'ailleurs, il y a un truc que tu as mentionné, Elton, la finale de la Coupe du Monde des clubs. Je crois qu'il y a, pour moi, c'est une chose évidente, c'est que ces 2 clubs, cette saison, souffrent du fait qu'ils ont disputé la finale de cette compétition. Et que c'est une des raisons pour lesquelles il y a tellement de choses que tu peux mettre en parallèle sur le parcours des 2 clubs, des 2 équipes, depuis cette finale de Coupe du Monde des clubs, avec des hauts, des bas, des phases d'incertitude, beaucoup de blessures. À Chelsea, ça a été pareil. Les joueurs sont claqués, ils sont tous claqués. Et donc, les entraîneurs qui n'ont pas eu de pré-saison, Luis Enrique dans le cadre du PSG, puis Enzo Maresca dans le cadre de Chelsea avec Liam Senior qui récupère les blessés. Ces 2 équipes, pour moi, c'est un petit peu le symbole de la façon dont cette pléthore de compétitions et de matchs peut avoir un impact sur la performance des clubs de saison en saison. Ils n'ont pas eu de pré-saison, l'un comme l'autre. Et ça explique beaucoup. Et ça explique le fait que tu as également des 11 qui ne sont pas encore nécessairement en place. Celui du PSG, il est quand même plus logique. Dans le cas de Chelsea, tu vas dire, OK, il y a des joueurs indiscutables, s'ils sont fit, il n'y a aucun problème, ils vont jouer.
Donc, tu vas dire, par exemple, devant Joao Pedro, on est à 14 buts maintenant en Première Ligue, il n'y a pas de problème, il sera là. Enzo Fernandez, il sera là. Pedro Neto, trop dangereux, il sera là. Cole Palmer, s'il est en bonne condition, il sera là. Mais il y en a beaucoup d'autres, tu te dis, on ne sait pas vraiment. Parce que Liam Rossignol, de toute façon, il ne faut pas oublier qu'il est dans le job seulement depuis le 8 janvier, que Chelsea, tu regardes la position lorsque Maresca a été licencié, et sa position aujourd'hui, c'est exactement la même, 5e de la Première Ligue. Tu regardes les performances et les chiffres, tu dis il n'y a pas énormément de différence. Mais d'un match à l'autre, les choses changent un jour. Alors, Badiachil va être là, un jour, ça va être Tosin, un jour, ça va être Chalobah. Est-ce que Reece James est disponible? Oui, s'il est disponible, il va jouer. S'il n'est pas disponible, qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, on va faire essayer un petit peu Atto, on va essayer un peu. On va mettre Garnacho. Garnacho, par moment, il peut faire la différence. Donc, ça demeure un chantier. Ça demeure un chantier dans lequel tu as quelques contremaîtres dont tu connais les noms, mais les autres, ceux qui font le job, qui arrivent le matin et qui vont faire le boulot, bien souvent, tu découvres qui ils sont au moment où ils vont arriver sur le chantier, précisément au moment où tu vas découvrir la feuille de match. Messieurs, une dernière question plutôt tactique. Je me tourne peut-être vers toi, Elton. On est d'accord que c'est toujours non négociable la possession de balle pour le PSG. On va voir un PSG qui a le ballon et un Chelsea opéré plutôt en transition. On va voir parce que pour moi, Chelsea a été précurseur lors de cette finale du Mondial des clubs dans cette capacité justement à cibler les points faibles potentiels du PSG, notamment dans cette idée d'avoir ce pressing qui a été très agressif, attaquer le dos notamment de Nuno Mendes. Je me souviens Pedro Neto qui attaquait le dos de Nuno Mendes, Cole Palmer qui s'insérait juste derrière. C'était vraiment quelque chose qui était très intéressant et maintenant on va voir qu'est-ce que le PSG va faire parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs problématiques dans le jeu du PSG. Déjà sur la circulation de balles, elle est moins effective qu'avant à partir du moment où justement on a évoqué l'irrégularité, les absences au milieu de terrain qui conditionnaient le tableau de marche du PSG. Et aussi pour moi un élément qui est fondamental, c'est les 4 points cardinaux du jeu parisien. Je veux dire Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha et Ousmane Dembélé. Ouais. Ces 4 joueurs sont clairement en difficulté pour différentes raisons. Vitinha, je rappelle, c'est quand même, à ce stade de la saison, c'est plus de 3000 minutes de temps de jeu. On est début mars. Ousmane Dembélé, on a évoqué, c'est un joueur qui a été rattrapé par les blessures. Achraf Hakimi, il y a la dimension mentale avec cette défaite en finale de Coupe d'Afrique des Nations, combinée à sa blessure au mois de novembre face au Bayern, Nuno Mendes qui a énormément joué. Donc tout ça a un impact sur le jeu du PSG qui, notamment dans sa capacité à mettre du rythme, dans cette capacité justement à tenir le ballon, est moins effectif. Et quand tu perds le ballon dans des zones qui sont très évitables, tu deviens une équipe vulnérable. Ce qui t'amène notamment à cette autre problématique qui est cette fameuse transition défensive. Pas plus tard que vendredi, Monaco l'a montré. Dès lors que le PSG perd le ballon dans des zones qui sont dangereuses, la transition défensive est moins effective et donc on a un PSG qui est beaucoup plus vulnérable. J'imagine que Chelsea, j'imagine que Liam Rossignol, qui a beaucoup étudié le PSG la saison dernière, est au fait, est très au courant et que Chelsea va appuyer là-dessus, notamment sur cette capacité à rendre la possession de balle du PSG moins effective. Philippe, tu partages la vision d'Elton sur les grandes lignes de ce que ce match peut nous offrir ? Sur les grandes lignes, oui, absolument. Sur la façon dont Rossignol va organiser son équipe, je t'avouerai que je suis un petit peu... Là aussi, je suis dans l'expectative parce que il est arrivé, tu sais, avec la réputation de quelqu'un qui aimait les défenses à 3. Bon, c'était ce qu'on avait vu à Strasbourg. Et puis, depuis qu'il est à Chelsea, il l'a utilisé, mais en fait, il a un système très fluide. Par moment, tu dirais défense à 3, par moment, défense à 4. Ça change beaucoup. Et l'une des raisons, bien évidemment, pour lesquelles le système est différent, c'est parce que le personnel est complètement différent. Tu vois, quand tu as des joueurs du rayonnement de Fernandez et de Caicedo, c'est pas tout à fait la même chose que ce que tu avais comme matériau, sans vouloir faire insulte au Racing, ce que tu avais à Strasbourg. Quand tu as un électron libre comme Cole Palmer, bon. Alors attention, cette équipe de Chelsea, elle peut aller très très vite en contre, elle peut faire très très mal. Ne pas oublier l'impact, je n'ai pas mentionné encore son nom, mais son impact dans le couloir gauche de Cucurella, très important. Ne pas oublier également Justo, si jamais Reece James c'est un peu juste. A priori, il est bon, mais avec lui, on ne sait jamais. Tu as beaucoup d'impact sur les côtés. Il faut penser à une équipe, encore une fois, très très dynamique, très rapide dans les transitions, avec des joueurs hyper tranchants. Quand Chelsea fonctionne,
tu as l'impression, d'ailleurs, ça m'évoque un petit peu par moments certaines combinaisons que je voyais faire le PSG, le bon PSG, à savoir cette capacité d'aller si vite dans les transitions. Mais pour moi, la bataille, ça va être... la bataille, c'est en milieu de terrain, de toute façon, que ça va se passer, on est bien d'accord. Hein. Et c'est quelque chose qui me fascine un petit peu parce que je pense que ce Chelsea, si encore une fois tout le monde est à son niveau, a les moyens de désorganiser, de faire perdre un petit peu son rythme au milieu du PSG. C'est juste, toi, si jamais tu me demandes, tu ne m'as pas demandé qui était favori, tu as eu raison. Je vais te dire le PSG est favori. Je vais te dire une chose qui n'a absolument aucun sens. Je pense que le PSG est favori, mais je pense que c'est Chelsea qui va passer. Ok. On apprécie. Pour te donner une idée un petit peu de la confusion qui règne dans mon esprit, qui pense à Chevalier et qui dit Charbonnier, et là qui t'annonce que le PSG est favori, ce qui paraît logique, mais que pour moi Chelsea va passer. Bon, on saura retenir ce pronostic si jamais c'est validé. Merci beaucoup à tous les deux, messieurs. On a été assez complet. Je pense vous avez été assez complet sur l'analyse de ce 8e de finale à venir. PSG-Chelsea, donc mercredi soir, match retour moins d'une semaine plus tard. Je vous laisse ici, messieurs, et on va prendre la direction de l'Espagne pour parler Liga avec Ana Caro. Allez, poursuivons ce tour d'Europe en Espagne et on rejoint donc notre spécialiste de la Liga, Ana Caro. Salut Ana, comment s'est passé ton week-end de foot espagnol ? Eh ben, on a eu un week-end très rythmé avec pas mal de choses à raconter, donc franchement un bon week-end finalement. Un bon week-end qu'on va débriefer. On peut commencer par le Real Madrid. Victoire à l'arraché sur la pelouse du Celta Vigo. 2-1 après 2 défaites consécutives en Liga. Bon, Anna, on sent quand même pas un Real qui respire la tranquillité et il y a surtout un Real qui va jouer très très gros face à Manchester City en 8e de Ligue des Champions. Ouais, on n'a pas vu un très beau Real, encore une fois, malheureusement. Et c'est surtout une victoire, on va dire, totalement inespérée, parce que voilà, la frappe de Fede Valverde en toute fin de match, elle a un peu contré. Donc, on va dire que le facteur chance a été vraiment maximisé du côté du Real sur cette fin de match contre le Celta de Vigo. Et il faut se rappeler que Celta de Vigo les avait battus sur la pelouse au Bernabéu à l'aller. Donc, en fait, c'était quand même un peu important du point de vue du Real de battre le Celta de Vigo. Déjà parce qu'il y avait cette série de 2 défaites, mais d'un point de vue même purement de l'orgueil un peu, parce que le Celta de Vigo, c'est un club qui, ces dernières saisons, jouait la relégation. Donc voilà, prendre une défaite par ce club, c'était quand même assez mal perçu. Et c'est vrai qu'il y a besoin aussi de relancer tout simplement la dynamique de cette équipe, parce que sans Mbappé sur les derniers matchs de Liga, le Real Madrid perd et le Real Madrid ne semble pas s'être beaucoup plus relancé depuis quelques semaines, parce que du coup ça fait quelques jours maintenant, quelques semaines, ça doit faire 2 semaines que le Real Madrid ne s'entraîne plus avec Mbappé, ne joue plus avec Mbappé, a besoin de trouver de nouvelles clés pour gagner des matchs et on a l'impression que pour l'instant ce n'est pas du tout le cas. On a vu encore un Real en très très grande difficulté et surtout qui ne proposait vraiment pas grand chose contre le Celta. Là c'est Manchester City qui arrive. Et c'est vrai qu'on sent que cette équipe n'est tout simplement pas prête pour faire face à Manchester City. Il y a beaucoup trop de lacunes, que ce soit au milieu de terrain, comme on en parle très très souvent, mais même d'un point de vue offensif, parce qu'il ne se crée pas grand-chose, en fait, tout simplement devant. Tout dépend beaucoup de Vinicius, mais dès que Vinicius est très bien cadré, c'est tout de suite très compliqué pour le Real Madrid. Et c'est très très loin d'être rassurant pour les supporters du Real, ce match. Si on prend d'un point de vue comptable, c'est bien parce que le Real ne se laisse pas totalement décrocher par le Barça en Liga. Mais si on prend d'un point de vue vraiment au niveau du match, du contenu qu'on a pu voir, il y a encore beaucoup de choses à travailler et on se pose la question de savoir qu'est-ce que peut travailler Arbeloa à l'entraînement pour que le contenu évolue si peu finalement de semaine en semaine. Est-ce qu'il y a un monde où, si ça se passe mal contre City sur cette double confrontation, on met encore un grand coup de balai du côté du Real, on change encore de coach avant la fin de saison ? Alors, pour l'instant, c'est pas une hypothèse qui est forcément évoquée, mais il faut savoir que Arbeloa, lui, il arrive déjà parce que après le départ qui était quasiment inévitable de Xabi Alonso, il y avait plus vraiment d'options d'autres en fait. Le Florentino Pérez a tardé même à licencier Xabi Alonso parce que en fait, il y avait pas d'option pour remplacer Xabi Alonso. Donc, Arbeloa, il arrive un peu comme un sauveur, on va dire. C'est la dernière chance
stress du Real cette saison. Et c'est difficile de voir le Real sortir un autre nom de son chapeau, on va dire, d'ici la fin de saison. D'autant que si ça se passe mal contre Manchester City, la saison du Real est plus ou moins terminée, dans le sens où la course à la Liga risque quand même d'être très compliquée, parce qu'on l'a vu, le Barça a réussi à gagner en faisant tourner sur le terrain de l'Athletic ce week-end. Bon, c'est grâce à encore un coup de génie de Lamine Yamal, mais on voit que le Barça tient plus ou moins la cadence malgré les blessures, malgré les joueurs qui sont hors de rythme, etc. etc. Alors qu'à l'inverse, le Real a beaucoup de mal à suivre le train du Barça en Liga. Et si c'est fini en Ligue des Champions, c'est difficile en fait pour le Real de déjà vouloir relancer un projet en cours de saison, alors qu'en fait, il pourrait tout simplement attendre l'été, sans doute aussi de faire un grand coup de balai au sein du vestiaire, parce qu'il y a aussi pas mal de problèmes qui sont ressortis au niveau du vestiaire cette saison, et peut-être recommencer à zéro, ou en tout cas vraiment repartir sur des bases plus saines, parce que là vraiment la saison a fait beaucoup de mal au Real Madrid, que ce soit au niveau de sa réputation extérieure, mais aussi de tout ce qui se passe au sein du vestiaire. C'est pas sûr que tout changer après une défaite contre City, qui scelle plus ou moins la fin de la saison, soit vraiment la bonne option pour le Real Madrid. Un petit mot, Anna, sur le Celta de Vigo, parce que je me suis rendu compte que je le prononçais mal. On ne dit pas Celta Vigo, Celta de Vigo ou Celta, qui va affronter Lyon jeudi en Ligue Europa. Côté français, côté lyonnais, on était assez optimiste, puisqu'on se disait belle partie de tableau pour l'OL, contrairement à la partie Aston Villa, etc. J'imagine quand même que c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ils réalisent une belle saison en Liga. Oui, alors déjà, ils sont un peu une équipe surprise, on va dire, de cette Liga. Alors, surprise, enfin, pour ceux qui ne suivent pas forcément énormément la Liga, dans le sens où Claudio Giraldes, qui est l'entraîneur de cette équipe, travaille très bien, et ce, depuis un petit moment maintenant. Donc, il fallait, entre guillemets, que ça prenne. Et très clairement, cette saison, ça prend, parce que le Celta de Vigo est 6e de Liga. Ça reste tout de même une surprise, parce que le Celta, ces dernières saisons, jouait pour la relégation. Là, il joue aujourd'hui pour des places européennes. Et c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, très clairement, parce que c'est une équipe qui est hyper collective. Vraiment, tous les joueurs, plus ou moins connus d'ailleurs, parce qu'il y a très peu de noms dans cette équipe, sont vraiment voués au collectif. Il y a un bloc qui est très solide, et ça risque, oui, d'être d'un match compliqué, d'autant que le Celta de Vigo, c'est une équipe qui a un peu la réputation, en tout cas ces dernières années, de faire tomber les gros clubs. Et c'est aussi une équipe qui est très compliquée à jouer à domicile, à Balaidos, parce que voilà, il y a la ferveur du public, le terrain, etc. Et c'est un peu un déplacement qui, chaque année, même pour les gros de Liga, est redouté. D'ailleurs, le Real a failli perdre des points ce week-end là-bas. Donc c'est vraiment une équipe, on va dire, un peu surprise de par son classement, parce que l'avoir 6e de Liga, c'était vraiment pas attendu, parce que c'est quand même très très haut pour cette équipe-là. D'autant que si on regarde l'effectif, il y a énormément de jeunes qui sont issus du centre de formation, qui en plus sont lancés sur le tard. Il y en a pas mal qui ont commencé à 21, 22 ans. Donc, c'est pas forcément, on va dire, les gros cracks générationnels qu'on peut voir aujourd'hui, qui sont lancés à 17, 18 ans. Mais c'est une équipe qui va être très dure à jouer, qui a quand même en plus des points communs du coup avec l'OL, dans ce sens-là, où il y a énormément de jeunes joueurs. Et c'est une équipe qui n'a, à l'inverse de l'OL, a très peu de pression pour cette Ligue Europa, parce que Claudio Giraldes disait déjà que c'était presque un miracle de voir l'équipe aller jusqu'en 8e de Ligue Europa, de réussir à jouer sur autant de tableaux avec un effectif qui est quand même pas très conséquent. Donc ils vont prendre ça comme vraiment du bonheur en plus, voilà, du temps de jeu en plus. Ils ont vraiment rien à perdre dans cette Ligue Europa, et c'est peut-être pour ça aussi que ce sera une équipe qui sera dangereuse pour l'OL. Bon, les Lyonnais sont prévenus, équipe à ne pas prendre à la légère, effectivement. Anna, on va terminer avec le sujet dont on parlait en introduction, c'est Antoine Griezmann. On a soufflé un petit peu le chaud et le froid autour du Français ces derniers jours dans la presse. On a cru un temps qu'il allait partir pour Orlando en MLS dès ce milieu de saison, dès ce mois de mars, parce qu'il y a une fenêtre de mercato encore ouverte aux États-Unis. Finalement, a priori, il reste. Est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il reste bien à l'Atlético jusqu'en fin de saison? Raconte-nous un petit peu tout ça.
Ouais, alors c'est un feuilleton qui a fait pas mal parler en Espagne, d'autant que en gagnant ce week-end avec l'Atlético, il rentre dans le top 10 des joueurs qui ont le plus de victoires en Liga. Donc voilà, c'est pour sceller un Ok. peu la légende qu'est Griezmann dans cette Liga. Et le truc un peu drôle qui revient souvent, c'est que voilà, c'est le seul de ce top 10 à ne jamais avoir remporté la Liga. Et ça, c'est vrai que ça pèse un peu sur Antoine Griezmann. Alors, ce qui s'est passé, c'est un peu difficile de le débunker, on va dire, dans la mesure où Antoine Griezmann lui-même n'a pas pris la parole. Et c'est d'ailleurs ce qui pose pas mal problème du côté de l'Atlético, c'est que on aurait bien aimé que Antoine Griezmann parle et lui-même démonte un peu ces rumeurs. Il y a eu très certainement une approche de Orlando et ce qu'on se disait la semaine dernière, à savoir que si l'Atlético était éliminé de la Copa, ce qui est le dernier titre pour lequel se bat cette saison l'Atlético, dans la mesure où ils sont totalement décrochés en Liga. Il y a peut-être aussi la Ligue des Champions, mais ça risque d'être plus compliqué. Peut-être que Griezmann aurait fait ses adieux sur la pelouse de la Real Sociedad ce week-end et que voilà, c'était terminé. Que Antoine Griezmann allait partir. Ça aurait été une fin plutôt belle pour lui dans la mesure où voilà, il aurait salué en même temps la Real Sociedad, son ancien club, celui qu'il a lancé en Liga, etc. Mais Ouais. c'est vraiment pas le départ qu'on aurait espéré pour Antoine Griezmann. Et vraiment ici, en Espagne, il y a vraiment un goût de si Griezmann était parti là cet hiver, début mars, pour Orlando sans avoir gagné le moindre titre avec l'Atlético, vraiment un goût d'inachevé et ça va au-delà même de l'Atlético de Madrid. C'est vraiment un sentiment qui est partagé sur quasiment toute l'Espagne parce que voilà, Antoine Griezmann est une légende dans cette Liga. Mhm. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que visiblement, c'est les proches d'Antoine Griezmann qui ont plutôt parlé à la presse, ce qui donc a vraiment posé problème, en tout cas vis-à-vis de Diego Simeone, parce que Simeone est un très 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 proche de Griezmann. C'est leur famille partent ensemble en vacances, etc., etc. Et lui aurait aimé que ça soit solutionné plus rapidement. Au final, c'est Matteo Alimani, qui est le directeur sportif de l'Atlético, qui a dit non, le dossier il est réglé. Antoine Griezmann, il a encore une saison et demie de contrat avec nous, parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2027. Il va boucler la boucle, et voilà. Ce qui est quand même plus ou moins certain, quand même, c'est qu'on a entendu Antoine Griezmann répéter depuis le début de saison que lui voudrait beaucoup gagner un trophée avec l'Atlético, qui voudrait Ouais. soulever la coupe, etc., etc. C'est vraiment un leitmotiv, on va dire, qui le martèle à la moindre occasion. Et que si l'Atlético remporte cette Copa del Rey en plus contre la Real Sociedad, donc vraiment pour lui c'est la meilleure finale possible, oui, très certainement que Antoine Griezmann partira, d'autant que ce qu'on a retenu aussi dans cet épisode où finalement on ne sait pas qui dit le vrai du faux, c'est qu'il y a un vrai amour pour lui et il n'y a aucune volonté de la part du club ou de Diego Ouais. Simeone de le retenir au cas où lui voudrait partir et vivre son rêve en MLS. Ce qui se dit aussi aujourd'hui côté espagnol, c'est que peut-être que s'il va en MLS, ça ne sera pas à Orlando, parce que déjà, il y a Ok. des questions de marché, parce que les trois joueurs désignés, qui sont ceux qui sont hors du salary cap en MLS, sont occupés à Orlando. Peut-être que ce sera ailleurs, peut-être que il va aussi réaliser un autre rêve parce que lui est un immense fan de Beckham, on le rappelle, et qu'il aimerait beaucoup jouer à l'Inter Miami dans le club de Beckham. Tout ça risque de se décanter au moment du mondial. Si jamais l'Atlético remporte un titre, parce que ça reste quand même un peu la condition sine qua non pour son départ, mais dans tous les cas, il faudra aussi que lui prenne la parole, qu'il mette un peu Ouais. les points sur les i sur tout ce qui s'est dit dans les médias, parce que déjà, on a l'impression qu'en interne, ça plaît moyennement, et évidemment, auprès des supporters, ça passe très mal, parce qu'on se rappelle qu'il y a eu, au moment de son départ au Barça, son fameux documentaire La Décision, qui était déjà très mal passé, donc il va falloir que Antoine Griezmann apprenne à soigner ses sorties, parce que voilà, il est une légende de la Liga, il est une légende de l'Atlético, mais il ne faudrait pas qu'il ternisse son image en partant un peu, on va dire, comme un voleur de l'Atlético.
Juste pour terminer, Anna, parce que tu disais que l'Atlético aimait énormément son joueur et qu'il ne le retiendrait pas cet été, mais à la fois, il n'avait aucun intérêt à ce qu'il parte en plein milieu de saison, parce qu'on en a déjà parlé dans Tour d'Europe. S'il a un rôle un peu plus en retrait, en tout cas en termes de temps de jeu, il est toujours absolument crucial dans cette équipe des Colchoneros. Ça aurait été complètement dingue de le voir partir maintenant, en fait. Oui, et on l'a vu même ce week-end, c'est lui qui fait la talonnade pour le but Ouais. de Nico Gonzalez. Donc vraiment, on voit que Antoine Griezmann, il a toutes les raisons sportives aujourd'hui de rester à l'Atlético de Madrid. Et même ce qui se dit dans la presse madrilène cette semaine, c'est qu'en fait, Antoine Griezmann a un peu appris de sa saison passée où il était déjà un peu en retrait et où il ne marquait plus. Après le mois de mars, il avait marqué un but et c'était lors de la Coupe du Monde des clubs. Là, on a l'impression qu'il a un peu digéré son statut de remplaçant, son statut de super sub, hein, finalement, parce que il est en forme, plus en forme que jamais. C'est grâce à lui, hein, clairement, que l'Atlético bat le Barça 4-0 à l'aller en Copa del Rey. C'est grâce à lui aussi que l'Atlético écrase le Betis en Coupe du Roi encore. Donc, il a vraiment un rôle très très important. Il est toujours aussi décisif et même limite plus que la fin de saison passée. Et c'est vrai que aujourd'hui, maintenant qu'il a trouvé pleinement son rôle dans cet Atlético-là, qui semble même se régaler, parce que quand on voit le geste technique qu'il offre ce week-end, on voit qu'il a encore envie finalement de jouer avec cette équipe qui en plus est de plus en plus offensive au fil des années. Donc lui, j'imagine que ça doit aussi le satisfaire d'avoir moins de replis défensifs à faire peut-être. Et c'est vrai que ce serait dommage de le voir partir parce que, comme l'a répété encore Diego Simeone, il a besoin de lui, il a besoin de son chouchou pour aller chercher des titres et tout. Et il a dit, moi, je veux que Antoine Griezmann soit là pour la finale de Coupe du Roi. On a besoin de lui et lui a besoin de nous. Donc voilà, finalement, il faut que les deux parties aillent jusqu'au bout de la saison, au moins, pour que ça se finisse bien. Bon, on lui souhaite en tout cas cette fin heureuse avec un titre en Copa del Rey, tout du moins, parce qu'effectivement, il y a encore la Ligue des Champions à jouer aussi. Merci beaucoup, Anna, de nous avoir aidé à y voir plus clair dans ce dossier. Merci pour toute ton analyse sur ce week-end de Liga. On va te laisser ici, te souhaiter une belle semaine de Coupe d'Europe, notamment de Ligue des Champions. Les clubs espagnols seront au premier plan. Et nous, on part rejoindre David Lortolari en Bundesliga. Salut, Anna. Allez, on termine ce tour d'Europe avec la Bundesliga, le foot allemand et notre spécialiste David Lortolari qui nous rejoint. Salut David, est-ce que le week-end s'est bien passé? Est-ce qu'il a été animé en Allemagne? Salut Arthur, salut à tous. Oui, ça a été animé, toujours beaucoup de buts, mais ça ne surprendra personne. Des entraîneurs qui valsent, ça ne surprend personne non plus en Bundesliga. Il y a une vraie lutte pour les places européennes, c'est une constante. Et puis derrière, en bas du classement, j'en dis très rapidement un mot. Il y a quelques grosses écuries qui font attention aussi à ne pas descendre. On pense notamment au Werder Bremen qui est en train de se relever. Ça parlera peut-être à quelques-uns de nos internautes parce que c'est un club historique, bien sûr, de cette Bundesliga. On va très rapidement, on l'avait dit en introduction, passer en mode Ligue des Champions, David, sans plus attendre, avec un premier match qui nous intéresse mardi entre l'Atalanta et le Bayern Munich. Ce Bayern, il nous intéresse particulièrement parce que on est tenté d'en faire sur le papier l'un des deux grands favoris de cette édition avec Arsenal. C'était les deux premiers de la phase de Ligue. Comment on évoque ça en Allemagne? Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que le Bayern est un favori assumé de cette Ligue des Champions? Alors, il y a une espèce de convergence, effectivement, des éléments qui vont dans le sens du Bayern, qui sont positifs. On peut en dire un mot dans une seconde. Je ne suis pas tout à fait aussi catégorique par rapport au rôle de favori dans le traitement médiatique qui est fait en Allemagne par rapport au Bayern, simplement parce que 2020, ça paraît peut-être pas si loin pour des clubs qui la gagnent jamais, mais 2020 pour les Bavarois, c'est déjà assez loin. Et donc, on est un peu prudent par rapport au fait de se dire, est-ce que ça serait la bonne année? Il n'y a pas forcément la volonté de dire, voilà, nous, on est favoris, le Bayern est favori et va s'imposer derrière. La confiance, elle n'est pas encore tout à fait évidente parce qu'il y a eu quand même, ces dernières saisons, quelques accros un petit peu retentissants qui ont fait que la prudence a peut-être gagné les esprits. Mais effectivement, Arthur, il y a une conjonction d'éléments positifs. Le premier d'entre eux, bien sûr, l'architecte des succès, c'est Vincent Kompany, qui passe très bien auprès de ses dirigeants. Et l'unanimité de l'entraîneur au Bayern est assez rare, en fait. Là, il passe très bien, il a convaincu tout le monde. Il passe très bien auprès des supporters aussi, parce que le jeu développé est magnifique. On est à 92 buts en Bundesliga en 25 journées. Le record absolu sur toute la saison, c'est 101
Il n'en reste donc plus que 9 à marquer en 9 journées. Donc ce record-là de 1972 va être battu un jour ou l'autre. Donc les supporters sont ravis. Et puis les joueurs, unanimité aussi dans le vestiaire. Ça, c'est important à dire peut-être pour nous. Le seul qui était un petit peu mécontent de son sort, c'était Sacha Boey, qui ne jouait que très peu, qui est parti vers la Turquie. Tous les autres, même ceux qui jouent un peu moins, comme Min Jae Kim, sont convaincus des choix de Vincent Kompany. Donc, les dirigeants, plus les supporters, plus les joueurs, l'entraîneur fait l'unanimité. Et puis derrière, bien sûr, cette production de jeu incroyable, avec de l'intensité, avec de la variété offensive, eh bien, fait peur évidemment aux adversaires aussi. On ne sait pas trop comment prendre ce Bayern-là. Donc, entraîneur à succès plus un jeu emballant, effectivement, avec les résultats qui sont obtenus, 2 défaites seulement depuis le début de saison, Augsbourg en championnat, Arsenal à Londres. Oui, le Bayern, de fait, est un club qui, parmi peut-être les 2-3 équipes d'Europe, doit être considéré comme le favori. On est obligé de parler de Harry Kane, David. 37 matchs, 45 buts cette saison. Il est en train de marcher sur les traces sur une saison des saisons statistiques exceptionnelles de Robert Lewandowski. Est-ce qu'il va faire mieux? Est-ce qu'il est en train de marquer autant les esprits que le Polonais en Bavière? Complètement, avec un statut spécial. C'est un joueur qui, et ça c'est pas forcément connu aussi, donne les dernières petites consignes, les derniers petits conseils dans le vestiaire juste avant de se lancer dans les matchs. C'est lui qui a cette responsabilité au Bayern et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup parce que vous avez des Kimmich, des Neuer qui sont aussi des tauliers, mais Harry Kane a pris la responsabilité d'être le leader de performance auprès de ses coéquipiers dans le message qui est passé. Sur le terrain, tout le monde a vu, tout le monde peut voir. Si je dis ça, ça surprendra personne que c'est le buteur, effectivement. C'est aussi l'organisateur qui revient organiser le jeu 15-20 mètres en dessous de la surface de réparation, qui revient donner l'exemple en défense aussi. Et en plus, au-delà de ce tableau quand même très positif, Harry Kane est très très peu blessé. Ça, c'est aussi une constante qui lui permet, lui, d'être régulier. Il avait reçu un coup, là c'est la communication officielle du club, il avait reçu un coup au mollet avant le dernier match de championnat qui a fait qu'on l'a ménagé. C'était bien sûr pour qu'il soit présent dans les matchs qui comptent, les matchs qui arrivent, à commencer par ce déplacement en Italie, bien sûr. Donc, un joueur constant parce que peu blessé, un joueur constant sur les performances et un joueur modèle dans le discours qu'il donne dans le vestiaire. Oui, Harry Kane, c'est vraiment une valeur absolue au Bayern. Et puis, pour nous qui aimons aussi nous pencher sur les statistiques, c'est très proche de ce que faisait Robert Lewandowski. Le fameux record de 41 buts au-dessus des 40 de Gerd Müller de Lewandowski sera en danger sans doute en cette fin de saison si Harry Kane joue la majorité des matchs. David, on va s'intéresser aussi à Leverkusen, qui est encore engagé en Ligue des Champions également. 8e de finale à venir, mercredi, face à Arsenal. On en a beaucoup parlé de Leverkusen, notamment dans le Tour d'Europe, l'année du titre, l'année du beau parcours en Ligue Europa également. À quoi ça ressemble depuis le départ de Xabi Alonso? On a l'impression que la hype, entre guillemets, est un petit peu redescendue. Oui, parce que ça laisse un grand vide quand Xabi Alonso, qui a permis au club d'aller enfin chercher ce titre qu'il n'avait jamais obtenu, quand il s'en va, plus son baromètre du milieu de terrain, son chef d'orchestre, Xhaka, le Suisse, ils sont partis tous les deux avec Florian Wirtz et quelques autres, bien sûr aussi. Bon, c'est très très lourd à remplacer et c'est difficile de trouver, comme on dit en Allemagne, un Ersatz équivalent, un remplacement équivalent. Kasper Hjulmand, qui a succédé à Erik ten Hag au bout de 2 journées cette saison, a stabilisé un peu tout ça, mais on n'a pas la constance et on n'a pas la brillance de l'équipe de Xabi Alonso. Et on s'en remet donc à quelques joueurs spéciaux, quelques joueurs supérieurs à la moyenne à Leverkusen qui peuvent peut-être permettre d'avoir de l'espoir. Contre Arsenal, ces quelques joueurs, on en a quelques-uns à l'esprit. Le premier d'entre eux, c'est évidemment le capitaine Alejandro Grimaldo, qui joue en défense, mais qui a un rôle beaucoup plus large que simplement un défenseur latéral. On pense aussi au jeune Kofané, le Camerounais, qui est entré en attaque de trouver aussi ses marques lorsque Patrick Schick ne joue pas. Quelques autres joueurs aussi, mais voilà, on n'a pas la qualité collective qu'on avait avec Xabi Alonso et on n'a pas non plus retrouvé encore la brillance individuelle des Florian Wirtz et consorts. Donc c'est un Leverkusen moins fort, c'est un Leverkusen moins constant qui peut réussir des coups,
mais qui n'est pas une équipe qui vise évidemment à aller vers une demi, voire à une finale de Ligue des Champions. Ce serait une très très grosse surprise. Ouais, on va déjà suivre avec attention leur huitième de finale. Ils auront très très fort à faire face à Arsenal mercredi et puis la semaine suivante. Merci beaucoup David pour ton éclairage sur le Bayern et Leverkusen. On va suivre les clubs allemands en C1 cette semaine et puis on se retrouve très vite dans Tour d'Europe pour continuer de parler de foot allemand. C'est terminé pour Tour d'Europe ce lundi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour rappel, vous pourrez retrouver les meilleurs moments de l'émission en petite pastille vidéo sur eurosport.fr et puis comme chaque lundi, l'intégrale est à retrouver donc sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Merci à toutes et à tous, belle semaine de foot européen et on se retrouve lundi prochain. Salut.